Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Ce dimanche 11 mai, Olivier Mouton reçoit Olivier Legrain, CEO d'IBA, pour parler de son entreprise. Nous voilà 40 ans après, 2300 personnes autour du monde, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, et puis surtout des dizaines de milliers de patients ou diagnostiqués grâce à des solutions IBA. L'entreprise belge issue du monde universitaire développe des technologies de pointe pour la santé et l'environnement. Grâce à ses accélérateurs de particules, elle répond à des enjeux mondiaux. Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Alors, on est heureux de vous recevoir d'abord. Et alors, j'avais envie de rappeler un peu la belle histoire qui est la vôtre. Récemment, vous avez donné une conférence à Paris. Bon, c'est anecdotique, vous allez me dire, mais vous avez évoqué la trajectoire d'IBA en rappelant que c'était un parcours du cyclotron de laboratoire à l'entreprise au rayonnement mondial. Ça dit tout, en fait, ça, non ? Tout à fait. En fait, IBA va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Donc, c'est un bon moment pour regarder un peu le chemin parcouru. Et effectivement, IBA a commencé dans les laboratoires de l'UCL avec son fondateur Yves Jongen, qui a eu une idée révolutionnaire d'un nouveau design de cyclotron. Alors il est parti avec sa petite valise, il est allé voir tous les industriels de l'époque qui faisaient des accélérateurs de particules, et ces industriels lui ont dit non. Donc il a dit qu'à cela ne tienne, je vais créer IBA. Il a traversé la rue. Alors on est assez fiers chez IBA, on est localisé sur le campus de l'UCL, rue du cyclotron. On croit toujours que c'est grâce à IBA, mais non, c'est parce que le laboratoire du cyclotron était là. Il va traverser la rue et il a créé IBA en face du laboratoire du cyclotron. Et puis, de fil en aiguille... Donc il est devenu un entrepreneur du jour au lendemain. Oui, tout à fait. Sorti de son laboratoire, il a créé IBA. Et de fil en aiguille, de succès en succès, d'abord dans l'imagerie moléculaire, dans la médecine nucléaire, puis en protonthérapie, puis en se diversifiant en applications industrielles. Nous voilà 40 ans après, 2300 personnes autour du monde. On a fêté à peu près nos 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Et puis surtout, des dizaines de milliers de patients ou diagnostiqués grâce à des solutions IBA, ou traités grâce à la protonthérapie. Avec un esprit et des valeurs aussi, parce que c'est ça, je crois, c'est important pour vous, ça. Alors, tout à fait. Donc, on est une société cotée en bourse, mais les valeurs long terme, de création d'emplois de qualité dans les bassins dans lesquels nous opérons, de faire des produits de grande qualité, d'innover pour permettre en fait à la physique appliquée, qui est notre compétence de base, de sauver des vies. En fait, notre motto, c'est protéger, améliorer et sauver des vies. Et on utilise pour ça la physique appliquée, ces accélérateurs de particules qu'on décline, et on essaye de le faire aussi en créant quelque part de la valeur sociétale. Donc ça dépasse la valeur financière. La valeur financière est évidemment très importante, mais de la valeur sociétale, des emplois de qualité, un impact sur les patients, amener l'innovation à avoir de l'impact, et de le faire aussi en s'amusant en fait. Alors, la protonthérapie, vous en avez parlé, est-ce que c'est aujourd'hui le premier marché encore d'IBA ? Est-ce que c'est là encore que se trouve... c'est pas votre cœur de métier, parce que vous en avez d'autres, mais... Voilà. Et donc, aujourd'hui, la protonthérapie, IBA, je le disais, fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. La protonthérapie, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Et le reste du chiffre d'affaires, c'est 3 autres applications. Donc, la protonthérapie reste... je dirais, la quille du bateau IBA et continue à se développer. Sur lequel vous êtes devenu un leader presque incontesté. Clairement, aujourd'hui, on a plus de 40% de part de marché consolidée sur ce marché qui est mondial. On a des concurrents japonais, on a des concurrents américains, mais des concurrents qui ont disparu. Alors, il y a pas mal de concurrents qui disparaissent. On est le leader. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde sur la part de marché consolidée depuis le début, on est à plus de 40%. Aujourd'hui, l'année dernière, on avait 60% de part de marché sur le marché mondial. Et donc, oui, on reste de loin les leaders mondiaux. Il y a d'autres joueurs. Mais ce que je voulais dire sur l'autre partie d'IBA, c'est que c'est aussi très dynamique, que ce soit la médecine nucléaire, l'imagerie. Historiquement, on utilise des radioisotopes pour faire du diagnostic. On voit de plus en plus, en fait, de nouveaux radioisotopes
qui permettent, eux, de faire du traitement, d'ailleurs de maladies souvent... Pas uniquement déceler, mais aussi traiter, guérir. Traiter, avec des traitements tout à fait révolutionnaires qui permettent de guérir d'ailleurs des maladies métastasées. Alors on est au début du développement, mais là aussi IBA, en fait, grâce à notre maîtrise de ces accélérateurs, on rend possible la production de ces radioisotopes. Sans rentrer dans les détails, on parle d'actinium-225 ou d'astatine-211. Aujourd'hui, IBA a le potentiel d'être le leader mondial sur ces marchés-là aussi, qui devraient voir en fait une accélération de la croissance. Parce que j'allais dire, c'est une révolution qui est en marche, mais qui offre un potentiel considérable. Alors déjà aujourd'hui, on est en train de construire une usine en partenariat avec le SCKCEN ici à Mol, qui va produire ces radioisotopes et qui en distribue déjà en fait pour les essais cliniques. Donc c'est pas seulement une promesse de demain, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Mais c'est pas encore accessible à tout le monde. Donc alors, on parle de quelle échéance en fait là? On est probablement... Donc nous on travaille sur les radioisotopes. Il y a des grandes sociétés pharmaceutiques qui travaillent sur les molécules qui vont être liées à ces radioisotopes. On est probablement dans un horizon de 3 à 5 ans avant que ces molécules soient disponibles, c'est-à-dire soient approuvées d'un point de vue pharmaceutique pour être accessibles au marché. Ça veut dire qu'on pourra guérir le cancer plus fortement qu'aujourd'hui? C'est une promesse de ce type-là ou On parle souvent de guérir le cancer. Il n'y a pas de cancer, il y a des cancers. Effectivement. Et donc, effectivement, pour certaines indications, c'est tout à fait prometteur. Et moi, j'ai vu des images de gens qu'on envoyait en fait en palliatif, être en complète rémission quelques semaines après, grâce à ces fameux théranostiques, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui sont aujourd'hui utilisés à titre expérimental dans des essais cliniques. Et donc c'est très prometteur pour certaines indications. On parle presque de miracle là quand on vous entend. C'est pas des miracles, c'est des miracles scientifiques. Tout à fait. Donc on est sur des choses tout à fait hallucinantes. Et je pense que on voit d'ailleurs un déplacement. Moi j'ai la chance en fait d'observer au premier rang des avancées, je dirais, médicales. Je reviens des États-Unis où j'ai passé pas mal de temps dans les laboratoires et on commence à avoir une meilleure compréhension de la biologie du cancer, en fait. Et le meilleur moyen de traiter le cancer, c'est de stimuler le système immunitaire. Et donc, si on parvient parfois grâce à la protonthérapie ou à ces systèmes de théranostiques dont je parlais, à stimuler ou à réveiller le système immunitaire, en fait, on est sur des traitements systémiques et c'est tout à fait prometteur. Alors, c'est toujours un long chemin, c'est toujours plus long que ce qu'on espère, mais on voit de très très belles avancées dans le traitement du cancer. Alors, je ne veux pas être cynique, mais ça veut dire que c'est aussi des marchés de plusieurs milliards, potentiellement. Alors, potentiellement, oui, mais il faut toujours se dire que ça prend du temps. Oui, que vous n'êtes pas seul et que tout ça... Donc, en protonthérapie, effectivement, donc aujourd'hui, on traite un peu moins d'1% des patients en radiothérapie ont accès au traitement de protonthérapie. On est un peu plus de 2% aux États-Unis. On pense que à peu près 15 à 20% des patients pourraient bénéficier de la protonthérapie à titre de health economic, c'est-à-dire qu'on pourrait justifier le coût du traitement pour à peu près 20% de la population. Ça veut dire qu'il y aurait potentiellement un besoin de 4000 salles dans le monde, alors qu'aujourd'hui il y en a 250. Donc la promesse reste entière. Après, on est sur des cycles longs, on est sur des investissements importants que tout le monde n'est pas capable de faire. Mais oui, la protonthérapie a encore de très beaux jours devant elle, comme la médecine nucléaire a de très beaux jours devant elle, et IBA est très bien positionné pour participer à cette croissance de ces modalités dans le traitement du cancer. Alors, vous avez dit, vous avez une palette qui est encore plus large. Il y a un autre domaine qui est important aussi dans l'esprit de protéger les gens. Vous travaillez sur la stérilisation des PFAS. On a beaucoup parlé des PFAS récemment. Je me trompe peut-être, vous allez me préciser. Oui, tout à fait. Donc, on a une autre division qui, eux, font des accélérateurs à usage plus industriel. C'est-à-dire que plutôt d'accélérer un faisceau de protons, on accélère un faisceau d'électrons. Ce faisceau d'électrons, en fait, peut être converti en rayon X et ça permet de stériliser les medical devices. C'est-à-dire qu'on met une machine IBA et puis on envoie, en fait, un faisceau qui se transforme en rayon X et vous avez les caisses de medical devices, les gants, les seringues, les kits de chirurgie qui passent devant ce faisceau et sont instantanément stérilisés. Et c'est déjà un gros marché pour nous. En fait, on voit que de plus en plus de fournisseurs de services en stérilisation passent sur ces technologies. Ce qu'on a découvert avec une université aux États-Unis,
au Texas, c'est qu'en fait, ce même faisceau pourrait être utilisé pour casser les molécules de PFAS. Le problème des molécules, c'est des molécules téflon, en gros, elles ne sont pas biodégradables. Et donc, quand elles sont dans l'environnement, elles ne bougent plus. Et puis, plus tous les effets toxiques, etc. Si vous soumettez, en tout cas, c'est ce qu'on est en train d'explorer avec des collaborations universitaires, si vous soumettez ces molécules de PFAS à un rayon de type électron ou rayon X, en fait, on casse la molécule. Et on pourrait la casser en plus petites molécules qui éventuellement pourraient devenir biodégradables ou avec des enzymes on pourrait définitivement les dégrader et à ce moment-là on pourrait potentiellement résoudre la problématique de PFAS. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé notamment des PFAS dans l'eau ces derniers temps, ça a fait beaucoup de scandales entre guillemets. Alors, ça pourrait être une réponse. Partout où on dit qu'il n'y a pas de PFAS, c'est parce qu'on ne les mesure pas. Et donc il y a du PFAS partout. Et effectivement, c'est un vrai problème, une vraie crise sanitaire. De santé, une vraie crise sanitaire. Ouais. Et donc, on explore. C'est pas la seule solution possible, il y en a d'autres. Mais c'est clair qu'on explore. Et là, voilà, typiquement, on est dans ce qu'IBA fait très bien, c'est-à-dire avoir une technologie accélérateur qu'on met à disposition d'une problématique sociétale, ce qui permet en fait d'avoir potentiellement un impact positif et d'améliorer notre impact sur le monde en protégeant, améliorant et sauvant plus de vies. Alors, vous êtes aussi une entreprise, on l'a dit, qui est une belle entreprise aujourd'hui. Vous avez eu récemment une rencontre avec la communauté financière. Ça veut dire qu'il y a des enjeux quand même aussi importants. Alors, on est coté en bourse. Donc, dans nos stakeholders, il y a la partie financière. IBA, c'est un peu plus de 50% de flotte. Et donc, effectivement, on a cette responsabilité de régulièrement communiquer avec la communauté financière pour leur expliquer où on en est, où on va, comment on se développe, etc. Et trouver de nouvelles réponses, de nouvelles manières peut-être de porter les projets dont vous parlez. Alors, on n'a pas besoin de financement chez IBA, on est autonome depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait appel au marché. Ceci dit, il y a un vrai enjeu de valorisation qui est lié à une bonne communication avec le marché financier, oui. Et alors le contexte actuel qui est quand même parfois un peu chahuté, est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte, qui vous préoccupe ou qui pour vous... Alors clairement, il y a un vrai enjeu, oui. On est un opérateur mondial, donc on est dépendant en fait des marchés mondiaux. IBA, on vend quasi rien en Belgique, hein. Donc nos marchés, on l'a montré lors de cette présentation aux analystes, c'est à peu près un tiers. Un tiers aux US, un tiers en Europe, un tiers en Asie. Et donc, quand le commerce global va mal, ça nous impacte. Après, on est relativement préservé, puisqu'on est plutôt dans des cycles de la santé qui sont moins sujets aux cycles. Mais néanmoins, où il y a des enjeux importants pour l'avenir liés au vieillissement de la population. Oui, tout à fait. Donc la tendance est, j'ai envie de dire malheureusement favorable, que ce soit l'épidémie de cancer à laquelle on fait face, les PFAS, on vient d'en parler dans un autre registre, le vieillissement de la population. Donc la tendance est, je dirais, favorable à des solutions pour IBA. Maintenant, on produit en Europe, donc on est dépendant de l'euro, un euro fort. Notamment, on le voit sur le marché japonais. Bon, le yen aujourd'hui est extrêmement défavorable à IBA. On peut oublier pendant un certain temps le marché japonais, puisqu'on a des concurrents japonais qui, eux, produisent en yen, nous, on produit en euros. Il y a toute la relation, je vois les drapeaux américains et chinois derrière nous, la relation US-Chine. La Chine est un marché important pour nous, les US sont un marché très important pour nous. Et donc on navigue là-dedans, c'est vrai que ça devient plus complexe, mais aujourd'hui on est relativement préservé. On pose évidemment la question des tarifs sur les US. On y a répondu lors de la rencontre avec les analystes. Un tiers de notre chiffre d'affaires est fait aux US. Mais la moitié de ce tiers, en fait, est produit et créé aux US, puisqu'on a pas mal de services. Donc celui-là n'est pas sujet à tarif. Donc on parle finalement d'un sixième du chiffre d'affaires d'IBA qui serait éventuellement sujet à tarif. Sachant c'est pas encore décidé, ça d'ailleurs, sur ces... Tout à fait. Donc, quand on me pose la question, je dis j'attends de savoir exactement de quoi on parle. Pour le moment, on ne sait pas encore exactement de quoi on parle. Et après, on a pas mal de moyens, je dirais, de réduire l'impact, notamment en sous-traitant plus aux US, puisqu'IBA, même si tout est designé ici en Europe, en fait, on ne produit
Pas vraiment chez IBA. On teste, on a une usine à Louvain-la-Neuve qui teste les accélérateurs de particules, mais tout est outsourcé à l'étranger. Enfin, à l'étranger, tout est outsourcé en dehors d'IBA, beaucoup en Belgique et dans les pays environnants. Mais une partie de ce qu'on vend ne vient jamais à Louvain-la-Neuve, va directement chez le client. Et donc on pourrait tout à fait imaginer de sous-traiter cette partie-là pour les US aux US et cette partie-là pour la Chine, en Chine par exemple, de manière à réduire notre impact. On a un modèle assez flexible de ce point de vue-là. Vous avez vécu à Washington. Tout à fait. Comment vous percevez ce qui se passe aux États-Unis ? Est-ce que c'est quelque chose où vous dites, vous venez de le dire maintenant, on s'adapte, on est agile, on a des réponses, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi des moments où vous êtes un peu sidéré par ce que vous voyez ? Je pense que... Qui suis-je pour juger les États-Unis ? Déjà un citoyen. Mais je dirais que ça se passe un peu partout dans le monde. Je pense que c'est un peu exacerbé pour le moment aux États-Unis. C'est pas très différent en Europe, etc. Donc je pense que c'est un moment de notre histoire et je suis un optimiste. Donc je pense que... Et vous travaillez sur les solutions. C'est quelque part votre philosophie. Donc voilà, écoutez, je reviens des États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, la vie continue. Il y a quelque chose qui se passe là d'un point de vue politique. Dans la vie de tous les jours des Américains, j'ai envie de dire, ils attendent que ça passe. Comme je pense et les relations humaines et les relations professionnelles, etc., demeurent et sans doute ne demandent qu'à rester sereines, quoi. Et ça reste un pays qui est absolument fascinant sur le plan de l'innovation. Et de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis un observateur privilégié de la partie recherche. Et quoi qu'on en dise, il se passe vraiment beaucoup de choses encore sur le front de la recherche aux États-Unis. Qu'est-ce que ça représente pour IBA, l'innovation, la recherche ? Parce que c'est la clé, j'imagine, pour vous. Tout à fait. C'est votre moteur permanent, j'imagine. Donc on opère dans un pays à coût de main-d'œuvre élevé. La seule solution pour nous d'être compétitifs, c'est d'innover. D'ailleurs, on dit souvent, IBA n'a pas vraiment de compétiteurs dans ces marchés, etc. Je dis si, on a quand même quelques petites sociétés avec qui nous devons faire la compétition. Siemens, General Electric, Hitachi, Sumitomo sont les noms de nos compétiteurs. Et donc, on sait qu'on ne les battra jamais sur la taille. Et donc, notre seule façon d'avoir les parts de marché que nous avons ou d'être leader dans les marchés que nous occupons, c'est de constamment faire des produits qui sont meilleurs que ceux de nos concurrents de la tête et des épaules. Et ça, on y arrive grâce à l'innovation. Et être à l'avant-garde aussi, j'imagine. C'est-à-dire être les premiers. On parle de marchés potentiellement importants, que ce soit médecine nucléaire, on l'a dit, sur le volet industriel, etc. Ça veut dire qu'il faut être à l'avant-plan de l'innovation dans ces domaines-là. Ça représente quel pourcentage ou quel... Donc aujourd'hui, on investit un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Donc 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 50 millions d'euros de recherche et développement, beaucoup ici en Belgique. Mais on a pas mal d'accords avec des universités, MIT, University of Pennsylvania, Groningen ou l'UCL ici en Belgique. Donc on fait aussi levier sur le monde scientifique, plus notre expertise. Et c'est vrai que là on voit un bel accélérateur de particules qu'on a produit. Là on est dans la force d'IBA, si vous voulez. Alors l'analogie avec la Formule 1 n'est plus tellement à la mode, mais on est le meilleur fabricant de moteurs pour les applications qu'on développe. Et ce moteur, vous l'avez là, c'est un accélérateur de particules. On a aujourd'hui, alors je vais dire comme le dit Carlsberg, probablement la meilleure équipe de fabricants de cyclotrons du monde. Et c'est ça qui fait qu'on fait les meilleurs moteurs pour la protonthérapie, la médecine nucléaire ou les applications industrielles. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, même face à un General Electric ou un Siemens ou un Sumitomo ou un Hitachi, en fait, IBA, le petit IBA de Louvain-la-Neuve, parvient à être numéro 1 au niveau mondial. Est-ce qu'il reste quelque chose de l'esprit de pionnier ? On a parlé de votre naissance il y a près de 40 ans au sein de l'université, quelque part, même si on a un moment traversé la rue pour faire une entreprise, mais ça veut dire qu'il en reste quelque chose, une forme de culture d'entreprise qui est spécifique ? Alors clairement, et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup.
Donc, chez IBA, et c'est quelque chose qui est assez important pour moi, c'est que chaque coéquipier, en fait, ait un esprit d'entrepreneuriat. Et donc, c'est ce qui permet de toujours faire mieux, toujours faire avec plus de sens. Et donc, par l'actionnariat aussi alors, via l'actionnariat, via une culture d'entreprise, où on essaye de faire, de propager, en fait, ce que moi j'ai eu la chance de recevoir en rejoignant IBA, c'est-à-dire cet esprit d'entrepreneuriat qui était très bien défini par notre président du conseil de l'époque, qui était Philippe de Waut, qui est une personnalité dans le monde académique belge, qui m'a un jour dit « Olivier, un entrepreneur est quelqu'un qui a une vision pour un meilleur futur, le courage de prendre le risque et la capacité à entraîner avec lui les ressources qui lui permettent de réaliser son rêve. » Et c'est très bon, mais c'est ambitieux. Alors c'est très ambitieux, mais ça nourrit une vie. Ouais. Et je suis très fier de pouvoir participer à ça et très content d'entraîner avec moi 2300 personnes qui tous les jours ont une vision pour un meilleur futur, ont le courage de prendre le risque et ont la capacité de faire, parfois je dis chez IBA, c'est un petit miracle par jour, où effectivement vous avez ces machines qui sont absolument exceptionnelles, qui sont bien au-delà de ce que la compétition est capable de faire. Ici, c'est un Proteus One pour la protonthérapie. Cette machine, c'est la plus petite du monde, la plus puissante du monde, celle qui consomme le moins d'électricité du monde. Et voilà, ça, c'est l'esprit entrepreneuriat d'IBA. Et ça, c'est pas moi qui le fais. C'est toutes les équipes qui travaillent dessus, c'est les gens en R&D, c'est tous les employés d'IBA qui rendent tous les jours ça possible. Est-ce que IBA, alors aussi, c'est peut-être un grand mot, mais c'est une source d'inspiration pour la Wallonie, si je ne m'abuse. Vous êtes quand même une entreprise, un fleuron, je l'ai dit, mais vous avez aussi un rôle que vous exercez aussi en partie, notamment Pierre Mottet, au niveau de Act for Wallonia, donc l'entrepreneuriat wallon. Ça veut dire que quoi? Ça peut donner des idées, donner du courage, donner de l'inspiration? Je l'espère. Après, c'est pas à moi Non, mais ce que vous avez dit là, c'est déjà quelque part une feuille de route, j'allais dire. Tout à fait, mais voilà, je pense qu'on est très ouvert et on essaye de toujours bien communiquer, de partager. Voilà, Pierre ne ménage pas ses efforts en tant que président de Act for Wallonia pour apporter en fait cet esprit de nouveau d'entrepreneuriat, de se prendre en main son destin, construire sur les qualités de ce qu'on a de disponible. Et je pense que IBA est intimement lié à la Wallonie. Une des raisons de la réussite d'IBA, c'est la qualité des ingénieurs qui sortent de nos universités. Encore aujourd'hui, ouais. définitivement aujourd'hui. Et donc, oui, quelque part, on bénéficie de cet écosystème et donc on veut en être un acteur et on apporte, nous, ce qu'on peut apporter. Et c'est vrai que, voilà, on n'est pas avare de partage. Ça vous donne de l'optimisme par rapport à vous qui voyagez un peu partout dans le monde. Ça vous donne de l'optimisme de dire, on ne doit pas se résigner, quoi. Loin de là. Donc, au contraire. Après, moi, je vis un peu dans une bulle d'entrepreneuriat, de positivisme, voilà, je dis, moi, j'ai la chance de faire des choses extraordinaires avec des gens extraordinaires tous les jours. Et donc, je ne me permets pas d'être négatif, je ne peux être que positif. Alors vous êtes aussi, il y a une autre facette dont j'avais envie de parler avec vous, c'est que vous êtes aussi un amateur d'art, mais pas n'importe comment amateur d'art. Là aussi, vous êtes en quête de sens. Et si je ne m'abuse, vous aviez, vous allez raconter ça mieux que moi, mais vous aviez une galerie qui vient de déménager dans les pavillons du Bois de la Cambre, c'est-à-dire c'est les deux bâtiments, si je ne m'abuse, à l'entrée du Bois de la Cambre. Ce sont des magnifiques bâtiments. Ça veut dire que c'est une belle aventure aussi, ça, non? Alors oui, donc c'est quand vous êtes impacté par le virus de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se propage de manière systémique. Et donc depuis plus de 10 ans, en fait, mon épouse et moi, Natacha et moi, avec nos 2 enfants, on a été expatriés pendant très longtemps et on est rentrés en 2012 en Belgique quand je suis devenu CEO d'IBA. Et c'est à ce moment-là à peu près qu'on a lancé en fait une initiative qui nous permet d'avoir une sorte de projet familial autour de nos passions. On a 3 passions dans la famille. On a une passion qui est l'entrepreneuriat, on a une passion qui est la culture, l'art,
et on a une passion qui est la nature. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose qui combine les trois. Et plutôt Natacha que moi a lancé une galerie d'art contemporain il y a déjà plus de 10 ans maintenant, où on défend en fait des artistes, mais qui ont cette ligne de dire l'art, la culture en général, peut avoir un impact sociétal fort. Notamment sur l'aspect environnemental. Notamment sur l'aspect environnemental, mais pas seulement. Je viens d'entendre une émission radio sur l'impact de l'art donc quand vous êtes exposé à l'art, vous avez plus d'empathie. Et donc, notamment dans des cours d'université en médecine, ils font des cours d'art et ils voient que ça a un impact sur les médecins, sur leur niveau d'empathie, et ça en fait des meilleurs médecins. Et donc, notre idée, qui est un peu utopique, on va pas se mentir, c'est de créer un écosystème autour de l'art pour avoir un impact sociétal fort. Et dans différents lieux, si je me trompe pas. Alors, dans différents lieux, on a un jardin expérimental à Gré-d'Oisseau, et puis on a eu la chance, on avait cette galerie qui était rue de la Concorde, et puis on a été mis au courant d'un appel d'offres de la ville de Bruxelles pour faire un projet dans ces 2 pavillons d'octroi qui sont à l'entrée du Bois de la Cambre. Et là, on s'est dit, ça c'est pour nous. Le lieu nous appelle, c'est formidable, parce qu'effectivement, au-delà du côté très visible de l'endroit, du lien avec l'histoire de la ville. C'est aussi un lieu qui est entre la nature, puisqu'on est à l'entrée du Bois de la Cambre, et la ville, puisqu'on est au début de l'avenue Louise. Et donc, c'est l'endroit parfait pour exercer ce qu'on veut faire avec l'art contemporain. Tout le monde peut venir vous voir. La galerie, donc le pavillon numéro 544, est ouvert du mercredi au samedi de 11 à 18 heures. Tout le monde est bienvenu. Et l'idée, c'est de créer un dialogue avec la ville et de montrer des artistes qui réfléchissent différemment, mais toujours aussi avec un esprit à la fois un peu comme des entrepreneurs, une vision pour un meilleur futur, le courage de prendre le risque et la capacité de le réaliser, qui réfléchissent à des solutions. En ce moment, c'est un artiste qui travaille sur la lumière, Adrien Lucas, qui essaye de comprendre en fait la vision des insectes. À la fois, c'est poétique et très joli, très beau, mais c'est aussi très utile potentiellement puisqu'on réfléchit à faire un éclairage public qui n'interférerait plus avec les visions des insectes nocturnes. Voilà le genre de projet un peu utopique sur lequel on travaille, Natacha et moi. Alors, je fais une petite parenthèse ou une petite digression, mais j'ai vu que vous aviez pissé un petit coup de gueule sur Bruxelles en disant, notamment par rapport au blocage politique ou en tout cas au méandre parfois de ce qui s'y passe, en disant vous passez à côté de ce qui est important. J'imagine que là aussi, ça doit vous enrager, ça, alors que... M'enrager, je veux dire, de nouveau... Je sais que vous êtes positif. Je pense que Bruxelles est une pépite. C'est la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, et donc potentiellement la capitale du monde. On a là quelque chose qu'on pourrait développer de manière fantastique. Et pour une raison qui m'échappe un peu, ou pour un problème finalement d'une difficulté à mettre en place une gouvernance efficace, plutôt que de s'élever, on s'enfonce. Et c'est vrai que moi j'ai la chance de voyager un peu partout dans le monde. Vous allez à Amsterdam, vous allez à Copenhague, vous allez à Stockholm, qui est une ville que je connais bien, qui est une de mes villes de cœur. Ce sont des villes qui s'élèvent, alors que nous, on a tout pour s'élever. Et donc, oui, je trouve dommage, sans jugement d'ailleurs, mais ressaisissons-nous, soyons fiers de ce qu'on a, et il y a beaucoup qu'on pourrait faire à Bruxelles pour s'élever au rang que nous méritons d'avoir, qui est le rang d'une capitale mondiale. Tout ce dont vous avez parlé, que ce soit IBA, l'art ou ce dont on parle maintenant, c'est toujours la même chose. En fait, c'est d'essayer d'aller vers un monde meilleur. Voilà, exactement. Et c'est ça qui sans doute, qui fédère toutes vos activités, non ? Tout à fait. Et donc, voilà, c'est une sorte de... C'est pas tellement un coup de gueule, c'est plus un cri du cœur. Oui, c'était... Un cri du cœur pour dire Bruxelles, Bruxelles, je t'aime, essayons de faire quelque chose de formidable. IBA fêtera bientôt ses 40 ans d'activité marqués par l'innovation, la responsabilité et l'agilité pour répondre à des enjeux mondiaux. Les objectifs d'IBA sont clairs, recherche et qualité pour un impact durable. Demain, Baptiste Lambert reçoit Serge Dauby, directeur général du Forum nucléaire, pour analyser l'état du nucléaire en Belgique.